Jean-Paul Levaux, vous dirigez et vous avez créé STF Imprimerie. Pouvez-vous d'abord nous raconter votre parcours avant même l'acte de création d'entreprise? Je suis nordiste, fils d'entrepreneur. Toute ma famille était constituée d'entrepreneurs dans le textile. Et j'étais dès ma plus jeune enfance dans les ateliers de textile dans le Cambrésis. J'ai fait des études d'expertise comptable et je suis devenu entrepreneur depuis effectivement 2000, après avoir fait un parcours d'auditeur financier, puis d'être directeur financier, directeur général d'une grosse imprimerie. Alors, cette croissance, elle est magnifique, parce que vous créez en 2000, donc zéro chiffre d'affaires. En 2010, vous êtes à 45 millions. 2015, 85 millions, vous avez doublé en 5 ans, presque doublé. Et 2018, vous êtes déjà sur un cap 115, voire 120 millions cette année. Donc, quels sont les secrets pour bâtir cette croissance? D'abord, de définir une stratégie claire. Et la stratégie claire, de mon point de vue, vient du besoin client. C'est quoi le besoin client? C'est quoi le papier consommé? Par exemple, aujourd'hui, l'impression dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que le papier aura totalement disparu? Non, il n'aura pas totalement disparu. Et quels seront, si possible, peut-on les déterminer, quels seront les besoins clients. À partir de ces besoins clients, d'en déterminer une stratégie industrielle, soit par la croissance interne, donc de nouveaux matériels, soit par la croissance externe, parce qu'un confrère serait sur un marché qui est porteur de croissance. Tout ça est rendu possible par des investissements importants, donc une structure financière importante. Donc il a fallu d'abord, au début de ma vie professionnelle, comme au tennis, faire le break au niveau du désendettement. Là, on a fait le break en 2003, où on s'est désendetté. On est dans des ratios d'endettement extrêmement sévères, puisque aujourd'hui, nous terminerons l'année à 20 mois d'endettement par rapport à notre EBITDA. Et l'année prochaine, nous serons à 18 mois. Donc ce désendettement nous donne de l'agilité au niveau des investissements. Et on fait des investissements donc interne, des machines, de la technologie, externe, de la croissance externe. Il y a un confort de lecture par le digital qui est différent du confort de lecture par le papier, et c'est pour ça que Décideur donnera toujours le choix à ses lecteurs, le confort papier, le confort digital, que ce soit mobile ou tablette, que ce soit desktop ou autre. Mais vous, in concreto, comment se traduit justement ce désamour supposé quand on lit la presse? On croit que la presse disparaît, que la presse papier disparaît. Est-ce que les volumes s'effondrent? Est-ce que les volumes déclinent légèrement? Et dans un marché qui connaît des poches de déclin, comment vous allez chercher la croissance? Nous, on s'est passé sur les marchés du magazine, mais des magazines frais, c'est-à-dire les hebdomadaires. Mais cette partie-là ne représente plus maintenant chez nous que 30% de notre activité. La grande distribution, qui est pourtant le premier marché de France en impression, ne représente chez nous que 8% de notre activité. Donc nous sommes basés sur une stratégie de niche. Et donc nous travaillons sur des produits marketing, des grandes campagnes de publicité pour l'automobile, pour les compagnies d'assurance, pour la vente à distance, qui ne sont pas, qui suivent la croissance de ces marchés. Actuellement, par exemple, l'automobile passe de bonnes années. Et effectivement, nous sommes un peu portés par l'automobile en ce moment. Vous êtes allé chercher des poches ou des marchés de niche à haute valeur ajoutée, c'est ça? Tout à fait. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'analyse du besoin client. Nous avions identifié il y a 5 ans le développement de la vente sur Internet. Et aujourd'hui, on est tous convaincus que cette vente sur Internet va se développer. Et lorsque vous achetez sur Internet, vous recevez un colis. Lorsque vous ouvrez ce colis, vous avez bien sûr votre produit, mais vous avez une publicité à l'intérieur. Et ça, c'est nous qui l'imprimons. Donc ce marché-là est en croissance. Les magazines en kiosque sont en décroissance, mais ce marché-là, lui, est en croissance. Et la technologie qu'il faut déployer pour avoir ce produit est différente de celle des magazines. Et c'est pour ça que nous avons fait nos investissements sur ces produits-là. L'impression, c'est des machines, et en même temps, c'est de plus en plus de software. Dans ce groupe que vous dirigez, 120 millions d'euros, combien de développeurs et quelle est la part du software, soit du software acheté,
vous prenez des licences, soit vous créez vos propres lignes de code. On a à peu près 5 personnes qui font du développement, mais l'essentiel vient des achats à l'extérieur. Les licences. La technologie est maîtrisée. Donc on va pas se différencier sur la technologie. En revanche, on va se différencier sur l'agilité et c'est être proche de notre client et de suivre ses besoins avec beaucoup de rapidité. Donc intelligence commerciale et marketing. Et je dis souvent à mes troupes que nous ne faisons pas des produits qui peuvent être mis en magasin ou en rayon. Nous faisons des yaourts, nous faisons du lait pasteurisé, nous faisons des produits frais. Et donc il faut être très proche de ses clients pour pouvoir livrer ces produits. J'ai un confrère qui a appelé son entreprise déjà en retard. D'accord. Et vous, c'est toujours en avance. Voilà. Alors, comment on construit une stratégie à succès sur un marché qui, pour une bonne partie, décline? Une de vos solutions, c'est aussi donc, d'écouter mieux les clients, mais surtout la croissance externe. Beaucoup de dirigeants ont peur de la croissance externe, ont peur de la casse humaine, de l'intégration, des problèmes, etc. derrière l'intégration. Comment sélectionner des cibles et puis surtout, comment financer ces acquisitions, surtout quand l'industrie n'a pas le strass et les paillettes de l'Internet. Alors comment choisir l'entreprise c'est comme on l'a vu tout à l'heure, c'est dans le cadre de la stratégie qu'on s'est fixée à 5 ou 10 ans. Donc bien comprendre dans les cibles la valeur ajoutée industrielle ou commerciale, donc la présence de clients importants ou la présence d'outils nouveaux. Et ensuite, au niveau du financement, c'est difficile effectivement de convaincre un banquier de prêter un imprimeur. Déjà, un industriel, c'est dur, mais alors un imprimeur... Alors un imprimeur, monsieur Leveau, dans 5 ans, il n'y aura plus de papier. Eh bien non, il y a des partenaires, et nous avons des partenaires maintenant solides à nos côtés, mais j'ai fait aussi appel à la BPI qui a apporté à notre entreprise des financements que les autres banques de réseau n'ont pas, avec des financements de moyen terme, des délais de financement de 7 à 10 ans, ça s'appelle le contrat d'avenir ou le prêt d'avenir, et à 3 reprises, la BPI a été pour le financement de ces croissances externes à nos côtés et ça a été très très important de disposer de ces financements. Comment vous avez géré l'intégration de ces acquisitions? Alors j'ai fait une dizaine d'acquisitions et j'en ai eu, on va dire, 7 à succès, 2 échecs et j'en ai une en cours. D'accord. Et j'ai autant appris de mes échecs, voire plus que de mes succès. On parle du capital humain pour passer de 45 millions à 115 millions de 2010 à 2018. Il faut une équipe de direction sévèrement accrochée pour vous suivre, pour vous appuyer, pour intégrer, pour trouver des cibles. Comment vous avez choisi vos piliers dans l'équipe? C'est assez facile parce qu'ils se dégagent d'eux-mêmes des équipes. D'abord, ils ont une envie, un plaisir, un partage des valeurs fondamentales de notre entreprise. Donc, bien sûr, créer l'avenir de notre outil, mais de le faire dans le respect des hommes qui composent l'entreprise. Et avec, effectivement, l'intégration dans une stratégie commerciale qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc, ces hommes et ces femmes sont autour de moi depuis 5 à 18 ans. Et il arrive parfois de les trouver dans la cible, où vous avez un fils, vous avez un directeur général qui n'avait pas les moyens de poursuivre la route, les moyens pas nécessairement financiers, mais les moyens professionnels. Et donc, tout d'un coup, ils se retrouvent appuyés par votre bilan, par votre puissance de feu. Voilà, on les débarrasse de ce qui ne les convient pas. Par exemple, pour l'un, c'est la finance, pour l'autre, c'est le commerce, pour le troisième, c'est l'industrie. On va s'occuper on va pallier à ces insuffisances, à leurs insuffisances, mais en revanche, ils vont garder leur poste et ils vont s'intégrer dans l'entreprise. Et ces hommes vont, si par exemple, vous avez quelqu'un qui a une prédominance technique, ou informatique, par exemple. J'ai deux directeurs généraux qui ont pris la responsabilité transversale, l'un de l'informatique, l'autre de la technique. D'accord. Donc ça leur a permis d'accepter nos interventions sur la partie commerciale parce qu'eux-mêmes intervenaient dans les autres sites sur la partie technique. Est-ce que vous êtes content et est-ce que ça va assez loin par rapport à la comptabilité sociale allemande, qui est notre partenaire commercial numéro 1 ?
Vous avez raison de citer cet exemple allemand, puisque à peu près le tiers de la consommation de produits imprimés vient des imprimeries allemandes en France. D'accord. Donc c'est absolument incroyable. J'ai fait un calcul sur les 15 premières années de mon entreprise, de mon aventure. Si j'applique le taux de charge sociale allemand et le taux d'impôt de société allemand, mes fonds propres seraient supérieurs de 40 millions d'euros. Millions? 40 millions d'euros. Donc le delta de compétitivité, sur combien d'années vous disiez? Sur 15 ans. Sur 15 ans, vous auriez fait 40 millions d'euros de fonds propres. Or, mes fonds propres aujourd'hui font 25 millions d'euros. Mes fonds propres seraient presque du triple. Donc, c'est majeur. On oublie que les charges patronales font 50%. Le CICE, oui, on nous rend de la main droite 6%, ce qu'on nous a pris de la main gauche 50%. Là, on va passer à 44 net. Ces réductions de charges sont très importantes. J'ai entendu des critiques. Mais ça reste trop élevé. Ah, ça reste terriblement élevé. Et en Allemagne, c'est combien ? 25%. J'insiste sur la partie sociale. La France ne sera pas constituée uniquement que de start-upers. L'industrie et l'imprimerie, nous faisons travailler des gens dans des territoires, en Meurthe-et-Moselle, en Picardie, dans l'Orne, certes en région lyonnaise, bassin très actif, la région parisienne, bassin très actif. Mais ce sont des ouvriers, des employés, bien sûr des cadres. Moi j'ai une population de 80% d'ouvriers et d'employés. Et ces hommes ne sont pas des informaticiens, et ces femmes ont 40, 30, 25 ans de maison, et il faut les conduire jusqu'à la retraite, il faut leur donner du travail, et c'est très important pour l'aménagement de notre territoire de continuer d'éviter de nous tirer une balle dans le pied par rapport à nos amis allemands pour consommer le propre papier de nos magazines, de nos emballages, de nos publicités. Vous qui avez travaillé avec la BPI, vous savez certainement que Fanny Lettier va quitter la BPI et va créer un fonds qui s'appelle Généo, Capital Entrepreneur. Que pensez-vous de cette démarche ? Est-ce qu'un fonds de capital développement a vocation à être un co-entrepreneur à vos côtés ? Que pensez-vous de cette initiative ? Excellente initiative. Nous avons déjà 3 fonds, dont la BPI, au capital de notre entreprise. Et l'état d'esprit de Généo et le projet de Généo me paraît moins industriel dans l'imprimerie, très pertinent. Pourquoi ? Parce qu'il s'intéresse aussi à l'industrie et qu'il s'intéresse à une évolution de ces entreprises à moyen et long terme. Bon, on souhaite bon courage pour aller chercher le 200e million, Jean-Paul, dans l'impression, avec le soutien du PAC France et même d'acteurs privés, peut-être Généo un jour. Certainement. Avec Merci. plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.